Bagarreuse bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Jorick Montagnac, combattant de la team Daniel Voirin. Jorick, JB, enchanté. salut. La forme. Alors, comment vas-tu? Eh ouais, ma question n'est pas anodine parce que tu t'es blessé récemment à l'avant-bras. Tu peux nous parler un peu de cette blessure? Oui, tout à fait. Du coup, je me suis blessé en début d'année, ce qui m'a ralenti un petit peu dans tous les projets que j'avais. C'était les côtes en début d'année, c'est ça? Ouais, en début d'année, en février, je me fais une blessure de fatigue, donc une petite lésion musculaire au niveau des obliques, ce qui m'a empêché d'aller combattre parce que j'avais une date de base bookée fin février. Et donc, bref, je tournais à l'entraînement sur un coup de coude, sur une patte d'ours, et avait pas assez d'impact. Du coup, ça a fait une forme d'élongation. Et puis, je me suis retrouvé avec le dos, dans l'impossibilité de faire des rotations du bus pendant quelques semaines. Et c'était trop proche du combat, on a préféré annuler. Et derrière ça, j'ai une petite chute à moto en avril qui m'a coûté une fracture à l'avant-bras et qui m'a mis out jusqu'à il y a pas longtemps là. Ouais. Oui, parce que tu n'as pas combattu depuis l'année dernière, donc depuis 2021. Depuis 2021, oui, je Octobre, crois. c'est ça? Novembre, ouais. Novembre, ouais. Début Ouais, novembre début 2021. novembre, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, quel combat? Tu nous as fait kiffer à ce combat-là. Tu tapes Langer, Exactement. un gars super expérimenté par rapport à toi. Parce que Yes. toi, tu arrives à ce moment-là, tu as 3 combats. J'ai 3 combats, Tu es sur 2 victoires. ouais. Ouais. Euh, et là, on te donne un adversaire. Moi, j'ai halluciné. Il a 9-7. Mhm. Ça veut dire pas 2 fois plus expérimenté, pas 3, pas 4, mais c'est un truc de dingue quand même. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est pas possible, parce qu'il y a des règles par rapport à ça. Et toi, tu te dis, vas-y, pas grave, on y va. Ouais, on y va. En fait, tu sais, j'ai des leads, j'ai des dictons qui me lead et des dictons qui me maintiennent. Déjà, le premier, comme pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est un rien sans rien. C'est-à-dire que je pars du principe qu'aujourd'hui, je vise haut, j'ai envie d'aller chercher le haut du panier. Donc, je fais les sacrifices nécessaires et je sais qu'il me reste encore. J'ai pas peur de perdre des plumes. Il n'y a pas d'homme au-dessus de l'homme et je joue le jeu à fond. Oui, et d'ailleurs, on a vu la différence par rapport. Tu as commencé au Brave. Ouais, j'ai pas commencé au bref, j'ai commencé au Lions FC. Ouais, Exactement, oui, en Suisse. exactement. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on a vu quand même cette évolution physique, cette prise de masse que tu as pris quand même. Ouais. On le voit visuellement et tout. C'est parce que Daniel te l'a demandé, c'est parce que toi, tu l'as ressenti, tu avais besoin de prendre de la masse. Ça s'est fait comment, cette évolution? En fait, comment s'est fait cette évolution? Déjà, le déclic pour ça, ça a été lorsqu'il a fallu faire la pesée à 84 kg. Franchement, au sens propre du terme, le cutting m'a blessé. J'étais dans un état psychologique. C'était vraiment, j'ai su que je réagissais mal au cutting et pourtant je descendais pas de haut, je descendais de 94 kg. Donc il y avait une petite dizaine de kilos. Mais de nature, j'ai une hygiène de vie assez saine, je pense. Du coup, je fais pas beaucoup d'accumulation de gras. Donc, quand je perds du cutting, je pense que je perds beaucoup plus de muscles que de graisse. Ouais. Et je le ressentais sur mes performances. Je sentais que je manquais de force, je manquais de punch dans la cage. Ouais, finalement, c'était contre-productif. Ouais. Parce que normalement, quand on cut, c'est pour gagner de la puissance, au contraire. Exactement. C'est ça. Et là, finalement, c'était Ouais, l'inverse. c'était contre-productif. Je sentais que je perdais mon explosivité parce que c'est un petit peu mon super pouvoir. Tu vois, pour mon poids, je suis quand même assez explosif. Et, Allez voir le combat, vous allez voir. et du coup, je me suis dit à partir de là, descendre à 84, ce ne sera pas envisageable. Et donc de là, je me suis lancé en accord avec mon préparateur physique, un grand big up à lui, avec qui je fais un travail depuis un petit moment d'ailleurs, David Vincent, pour ceux qui connaissent. Et on a décidé de faire une prise de masse et d'être un light heavyweight solide. Et pour être un light heavyweight solide, je pense que faut aller jouer avec les 100 kilos au moins, parce qu'on peut voir, ne serait-ce qu'à l'UFC, il y a des personnes qui descendent de 100 kilos à 84 kilos comme Pereira. Donc je me suis dit à ce possible. moment-là, il fallait au moins aller frôler, aller jouer avec les 100 kilos. Et tu te sens bien. En tout cas, nous, pour ce qu'on a vu dans la cage, on n'a pas vu une grande fatigue. Au contraire, on t'a vu, comme tu disais, explosif. Quand tu le prends au premier round, là, tu le lèves, tu le jettes à terre. Lui, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, ouais, finalement, aujourd'hui, c'est plutôt avantageux pour toi d'être à ce point-là. Ouais, je préfère totalement. Je me sens plus lourd, je me sens plus ancré. Parce que déjà, même, je pense qu'il y a un aspect psychologique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait peser 84 kilos. Je pense que ça doit remonter au moins à mon adolescence. Donc, même psychologiquement, le fait de se voir aussi mince face au miroir et tout, moi, j'aimais pas. On se pose des questions, on se dit, d'habitude je suis solide, je me sens bien. On est face à notre reflet maigrichon et je pense que moi en tout cas ça m'a sorti de ma confiance habituelle un petit peu. Toi, tu te sens mieux dans ce poids-là, tu performes, etc. Maintenant, la deuxième question qui vient logiquement, c'est souvent les gens perdent aussi de la masse, perdent du poids, pardon, pour, entre guillemets, subir moins d'impact. Parce que moins lourd en face, donc forcément les coups font moins mal.
Toi, est-ce que ça t'a gêné d'avoir ces 10 kilos de différence lorsque tu combats aujourd'hui contre des adversaires donc plus lourds qu'initialement? Est-ce que tu ressens voilà, une différence sur les impacts? Est-ce que toi, ça te chagrine par rapport à ça? Est-ce que ça te… Non, non, je pense qu'il y a un aspect impact, mais il y a surtout un aspect coût énergétique. En fait, je pense que là, beaucoup de gens aussi descendent et remontent sur tout ce qui est passé ses propres sports de préhension. On sait que sur 2 personnes entraînées, le poids aura un impact important. Forcément, il y a une corrélation entre le poids et la force. Donc c'est plus au niveau coût énergétique. Là, quand je suis dans des catégories comme celle-ci, bah, je sens que je crame plus quand les gars viennent me mettre contre la cage. C'est plus puissant, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Donc sur ça, je le sens un peu plus. Mais sinon, sur tout le reste, impact et tout, je le sens pas. De nature, je suis de nature striker et je suis relativement explosif, donc ça m'arrive rarement de prendre des points en pleine face sans les avoir un petit peu accompagnés. Bah, vas-y, on rentre dans le vif du sujet alors. Ton style, striker, tu viens du Sanda? Ouais, Sanda. Comme beaucoup d'autres en ce moment. Alexandra Tekena, William Gomis. Là, celui qui va affronter bientôt aussi Cédric Doumbé, son nom m'échappe, Florent Bourillon. Donc voilà, il y a quand même, voilà, le Sanda permet de performer aussi en MMA. Ah oui. Toi, tu viens, donc tu as cette grosse base donc d'explosivité, comme tu dis. En Sanda, tu es obligé d'être explosif. C'est obligatoire, c'est obligé. Et en effet, les saisies, les amener au sol, tu sais faire. Ouais, ça on sait faire. Les saisies sur timing. C'est-à-dire que je peux faire des takedowns sur timing, mais je n'ai pas la prétention de dire que je peux lutter en chaîne. Voilà, c'est pas la lutte gréco-romaine. Voilà, c'est pas… Et, ou même la lutte à livrer. Ou même, donc en fait, j'ai pas peut-être encore cette forme de lutte en chaîne, mais j'ai de très bonnes emmenées au sol sur timing. Sur timing, ouais. Et le travail au sol, forcément, pas du tout en Sanda, donc c'est forcément obligé de le travailler aussi à côté. Ça, j'étais obligé de le travailler. Après, j'aime ça. J'aime la lutte. J'ai toujours aimé me chiffonner un peu avec mon grand frère, me chiffonner un peu avec mes cousins et tout. Du coup, j'aime la lutte, j'aime ce rapport de force qu'est la lutte. Donc là, ça va, je le travaille pas mal. Je ne peux pas prétendre être un bon grappleur, mais je commence à avoir des bonnes positions de ground and pound. Je commence à bien tenir mes positions en ground and pound et à devenir un petit peu dangereux au sol. C'est vrai que le combat contre Longer, là, à un moment donné, tu es sur lui, mais tu décides comme de repartir, de laisser de se relever. Sous consigne de Daniel à ce moment-là. Oui, tout à fait. Daniel dit ouais, lâche-le, repars parce qu'il sait que tu vas dominer. Il sait que tu vas dominer en striking. D'ailleurs, tu vas le toucher un peu plus tard, tu vas le toucher. Et il a pas manqué grand-chose. Franchement, il a manqué de l'expérience. Pour être honnête avec toi, à ce moment-là, il a manqué d'expérience. J'ai beau le refaire plusieurs fois. Bah, déjà, je mets un knockdown pareil sur le combat précédent, mais sur le gong. Et donc, j'ai pas le temps de le finir. Là, celui-là, je lui mets un knockdown, il vacille un petit peu, mais après, je cours sur lui. Et au lieu de construire mon KO, je m'enflamme et je pars dans l'optique d'essayer de lui mettre le plus de coups possible, le plus rapidement possible. Et en fait, c'est le début de la fin. En fait, il faut être posé, il faut construire un KO. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué. Après, tu manques d'expérience, oui, c'est sûr. Il faut rappeler, à ce moment-là, tu n'as que 3 combats. C'est ton 4e combat. C'est logique aussi, entre guillemets. Voilà, on ne veut pas arriver à ce niveau-là tout de suite. C'est sûr, en plus, j'ai pas de combat amateur non plus. Et pourtant, tu performes déjà. Ouais, pour moi, je performe pas encore. Franchement, je vous ai encore rien montré. Pour être honnête, je vous ai encore rien montré. Je suis tombé que sur des profils relativement lutteurs qui venaient me coller. D'ailleurs, il vient te chercher. Il vient souvent me chercher. Et alors, tout le monde va un peu m'emmener au sol pour essayer de travailler au sol. Donc, j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est défense de lutte et tout. C'est que quand il t'emmène au sol, tu te relèves de suite. Il essaie de te faire une clé de talon, une clé de cheville, mais tout de suite, tu te relèves. On travaille beaucoup les bons réflexes de défensif. Du coup, forcément, la lutte annule un peu le striking. Ça ne me permet pas de me libérer. Et puis derrière ça, je ne peux pas non plus mettre trop je ne veux pas me tenter à mettre trop de jeu, m'aventurer au sol parce qu'il y a un dicton que Daniel dit, il n'y a que la victoire qui compte. Et en vrai, il faut faire ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire. Et bien faire. Et bien le faire. Donc là, l'objectif à court terme, tu es revenu. La blessure s'est consolidée. Là, c'est bon. On te voit sur les réseaux, pour ceux qui suivent. Tu es à la salle, quasiment H24. Tout le temps. Le matin, tu te lèves, il est déjà à la salle. Tu te couches, il est encore en train de s'entraîner. Il est au sol, il est à la lutte. Donc tu fais ça toute la journée. C'est incroyable. Tu es un bourreau de travail. Franchement, c'est voilà. Et donc ça veut dire que bientôt, on va te revoir forcément à l'Octagone. C'est quoi l'objectif? C'est continuer chez eux, aller chercher la ceinture? C'est ça l'objectif. Après, moi, là, tout de suite, ce qu'on s'est fixé avec mon manager, JB Shelby, big up à lui aussi. Mais là, on s'était fixé dans un premier temps un combat en France.
avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau, le même expérience que moi. Tu veux un Français? Pas forcément un Français, mais quelqu'un qui a la même expérience que moi, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on construit entre guillemets les champions. J'ai jamais encore eu l'occasion de me sentir vraiment à l'aise et mettre en place mon jeu. Ton game, Ouais, parce que les gens étaient toujours beaucoup plus expérimentés, donc ils savaient un peu déjouer cet aspect-là. Donc là, dans un premier temps, ce serait de revenir dans une organisation française, comme ce serait bien pour reprendre les sensations. Et normalement, j'ai déjà un combat booké pour février avec l'Octagone. Oh, Si tout se passe top. bien. Ouais. Ah, top. Donc ce serait bien de faire. Normalement, je serais censé faire une petite sortie, comme on dit dans le jargon, si Dieu le veut, en décembre très vite. et en février, début février. Donc là, on va arriver très très vite à ça. Et donc, si tout va bien, allez, si on se projette un peu vers la fin de l'année 2023, les objectifs voilà, à moyen terme, ce serait. À moyen terme, ce serait de jouer la ceinture de l'Octagone. Aujourd'hui, elle est détenue par Carlos Vemola, qui est un ancien, qui est très puissant, qui a une grosse lutte. Mais que je pense, avec beaucoup de travail et un bon petit game plan monté aux petits oignons avec Daniel, c'est quelqu'un qu'on pourra aller chercher d'ici 2-3 combats. Parce qu'en ce moment, la Team Voirin, ça performe. Ah, on y va. Ça fait que victoire sur victoire sur victoire. Peu importe l'organisation, ça gagne. Et d'ailleurs, tu apprends beaucoup aussi de ces garçons-là? Ouais, en fait, j'apprends beaucoup d'eux, tout comme je pense et je l'espère qu'ils apprennent beaucoup de moi. Donc, ouais, il y a un bel échange dans l'ensemble. Et ce qui est bien, c'est que chacun fait a ses habitudes qui permettent de faire avancer le groupe. Je m'explique. Dans le sens où, personnellement, par exemple, je n'ai pas le temps de regarder des vidéos techniques. Je n'ai pas le temps de tout ça. En général, quand je quitte l'entraînement, je vais travailler, parce qu'à côté, je travaille encore, il n'y a pas de sponsoring. Donc, je vais travailler. Et là où, par exemple, Mathieu, lui, aime bien avoir des nouvelles techniques. Donc, lui, il aime bien se plonger dans les nouvelles techniques. Donc, quand j'arrive à l'entraînement, il y a cet apport technique qu'il a peut-être vu ou il a travaillé un petit peu de son côté et qui permet de faire monter le niveau général, le niveau général du collectif. Donc ça, c'est bien. Après, tu as Benoît qui est là aussi, qui apporte son expertise. Et puis, on est beaucoup dans l'échange. Donc ça va. C'est l'avantage d'être finalement un petit groupe. C'est que voilà, vous êtes soudés. Vous êtes souvent d'ailleurs dans le coin des uns des autres. Ouais. On voit souvent ça aussi, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les teams. Donc on sent cette émulation dans le groupe, dans la team, etc. Dernière petite question. C'est toi qui es venu voir Daniel à la base? Toi qui as choisi, comment ça s'est passé? En fait, j'étais venu, la première fois que j'étais venu le voir, il pourra te raconter, j'étais venu avec, parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de me fixer des objectifs. Si je ne me fixe pas des objectifs, je ne ressens aucune utilité à faire quelque chose, je ne le fais pas. Donc, j'étais parti le voir pour les sélections et je lui avais posé la question du coup. Bon, parce qu'à l'époque, voilà, il faut expliquer vite fait. Ouais. Je pose la question, mais à vrai dire, je connais la réponse. Donc, à l'époque, c'était le Venim Trenum. Ouais. Donc, il montait cette fameuse, il voulait monter une équipe professionnelle. Team élite, ouais. Voilà, une team élite. Donc, voilà, c'est comme ça que tu es arrivé au Venom et donc tu as rencontré Daniel. Exact, ouais. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et du coup, de base, j'étais parti le voir parce que j'étais un jeune qui arrivait avec de grands rêves. Et tu venais du Sanda à ce moment-là? Ouais, de Sanda. À ce moment-là, j'avais fait les championnats du monde de Sanda, dans lequel j'avais connu une sacrée déception parce que j'étais sorti au premier tour. J'avais pris dès le premier tour le champion en titre qui, cette année-là, avait fait vice-champion. Mais du coup, bref, j'étais arrivé là-bas, j'avais beaucoup travaillé, j'avais pas beaucoup combattu. Au final, j'ai combattu que 4 minutes. Pareil, j'ai eu le temps de lui mettre un knockdown sur des rounds de 2 minutes au Sanda. Mais pareil, j'ai pas eu le temps j'ai pas la gestion d'émotion pour aller me poser, aller finir le combat. C'est ça. En plus, c'est particulier au Sanda, c'est que tu es sur une plateforme, tu n'es pas dans une cage, tu n'es pas sur un ring, donc il n'y a pas vraiment, tu peux pas fixer la personne contre. Ouais, tu peux pas la fixer. Et qui puisait, les personnes du Sanda ne se laissent très mal cadré. On a cette culture où faut tourner, il faut beaucoup bouger, il ne faut pas se laisser cadrer parce que si on sort 2 fois de la plateforme, on a perdu d'office le round. Donc il y a toutes ces phases-là qui fait que c'est très mobile et c'est relativement très dur de mettre KO au Sanda. En général, il n'y a que des KO vraiment, tu vois, genre un coup sec et la personne elle tombe, plus que vraiment des combinaisons, une construction de KO comme tu peux voir en MMA. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc là, forcément, Daniel, ta vie change. Et puis voilà, là, c'est parti. Je l'ai vu Daniel, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que dans 1 an ou 2, je peux être à l'UFC? Et là, il t'a dit. Il a rigolé comme ça. Il m'a dit, déjà combat, et puis après, on verra. Avec un petit sourire très narquois, ce jour-là, ça m'avait frustré, je m'en souviens. Mais du coup, après, c'est parti de là, et puis on a bien déliré. Et de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui, on est à l'Octagone.
Benoît à l'UFC, Mathieu à l'Hexagone, et ça suit son cours, quoi. Et ouais, c'est ça. Voilà, quand tu as un bon coach qui prend soin de toi, qui ne grille pas des étapes, ça te permet de grandir et de bien grandir et d'aller, voilà, de pas subir justement et de progresser. Donc c'est très important pour ceux qui nous regardent. Choisissez bien votre coach. Ouais, la base. Voilà, c'est la base. Ouais. Bon, La base. là, tu as le top du top. Ouais. Oh, tu as le maître artisan du MMA français. Hein. Là, franchement, voilà, avec qui puiser un relationnel qui passe très bien. Parce que ça, pareil, dans les coachs, dans le choix de coach, il faut avoir l'aspect technique, mais il ne faut pas oublier l'aspect relationnel. On peut avoir le meilleur coach qu'on veut techniquement. Si quand il nous parle, on n'a pas ce désir de vouloir appliquer à la perfection ce qu'il nous dit parce qu'on n'a pas cette grosse estime de cette personne, ça peut contre-productif. Donc là, avec Daniel, on a tout. On a le gros bagage technique plus le gros bagage relationnel. On rigole bien, donc c'est bon, c'est voilà, fun. Tout est dit. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Au plaisir, Chip. On se voit très vite dans la cage. Très vite. Ça ne durera pas longtemps. Il va falloir que tu sois à l'affût. T'inquiète, on est connecté. Continuez à regarder. Suivez-le sur Insta. Jots MTC. Pour ceux qui ne savent pas encore. Pour ceux qui ne savent pas encore. Allez regarder son combat. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, franchement, wow, ça dépote, ça envoie, c'est spectaculaire. Et pour les autres, on se dit à très vite sur la bagarre. Ciao. Ciao.